Bienvenue, Madame, Messieurs, à ce nouveau numéro de Stop Covid-19. Cette pandémie qui a contraint les nations au confinement, beaucoup d'emplois se sont vus disparaître, n'est-ce pas? Stop Covid-19 qui a imposé un autre mode de vie aux populations, aux Congolaises, aux Congolais, mais qui n'a pas pu arrêter l'élan de l'inspiration des écrivains, des créateurs. Le cas de notre écrivain de ce jour, Tigui Elébé Moutigui, opérateur culturel, vous le savez, politique, une figure de la politique, mais aussi de la culture, pourtant juriste de formation, n'est-ce pas? Bienvenue à vous. Bonsoir, bien, merci. Alors avec vous, on est très intéressé par rapport à votre texte sur coronavirus. Alors le problème déjà commence à partir de l'intitulé. Nous sommes au mois de mars, lorsque vous écriviez « Coronavirus, le salut de la RDC », c'est une question. Oui, tout à fait, c'est une question. Nous sommes au mois de mars, comme vous l'avez dit. Le président vient de proclamer l'état d'urgence, donc nous sommes en pleine crise de Covid. Et donc, en tant que créateur, en tant qu'auteur, en tant que penseur, une idée me vient à l'esprit. Je me dis comment participer en tant que culturel à la sensibilisation, mais aussi à une sorte de rêve en fait qui sous-tend la vision que je porte pour mon pays. Et donc je me dis, pourquoi pas écrire un texte sur le Covid, un texte qui se veut à la fois artistique, littéraire, mais qui se veut aussi porteur d'un message. Et le questionnement ici est très intéressant dans la mesure où je me questionne en disant, et si le coronavirus pouvait être le salut de la RDC? Nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'au début de cette pandémie. Coronavirus. Bien sûr. Et vous pensez déjà au salut? Bien sûr, parce que je pars du principe que tout a un début et tout a une fin. N'est-ce pas? Donc, nous avons une pandémie qui commence. Il y a des efforts qui sont en train d'être consentis par le corps médical, par les savants, par les chercheurs, et que forcément, un jour, cette pandémie passera. On est au mois de mars. L'histoire se passe le 23 juillet. Et puis, comme par coïncidence, le 21 juillet, le président lève l'état d'urgence. Donc il y avait une sorte de prémonition, même si je ne l'avais pas forcément soupçonné dès le début. Mais voilà, on est dans cette projection de dire, le corona va se terminer, comment vivrons-nous après le corona? Est-ce que nous vivrons de la même manière? Est-ce que nous aurons capitalisé les leçons justement que nous a apporté cette pandémie pour pouvoir nous comporter autrement finalement? Par rapport à notre vécu au quotidien, par rapport à nos pratiques, par rapport à nos habitudes. Et donc le questionnement était là, en mon sens, de dire comment on fait pour que demain, à partir du corona, nous puissions changer de paradigme. Un exemple basique. Ah oui. L'un des enseignements du corona, c'était justement de nous révéler la précarité de notre système de santé. Ouais. Un système de santé qui a été pris par surprise, un peu aux abois. Nous avons la chance, ou peut-être la grâce, d'autres diraient, d'être dans un pays qui n'a pas été autant affecté que l'Europe, que l'Amérique face à la pandémie où le système est mieux adapté. Ouais. Mais malgré cela, on a quand même vu que notre système était défaillant. Le nombre de respirateurs, on les comptait au bout du doigt, les structures d'accueil, bref, la pandémie nous a révélé que notre système n'est pas assez structuré. Est-ce que, justement... Et que même pour prendre en charge, ne serait-ce que notre personnel de santé, il a fallu qu'on recourt à l'extérieur. Oui, bien sûr. Donc c'est tout ça, en fait. Tout ce qui est lié aux soins de santé, aux structures d'accueil et tout ça n'était pas tout à fait au rendez-vous. D'accord, la pandémie a pris tout le monde par surprise, mais diriger, c'est prévoir aussi. Alors le questionnement, c'est qu'aujourd'hui, on tend vers, en tout cas à en croire les chiffres qui sont donnés par l'équipe de la riposte, on tend vers une régression de cas de contamination, et donc on peut considérer qu'on est en train de sortir de cette pandémie, même s'il faut encore rester prudent par rapport à ces chiffres-là. Mais qu'est-ce que nous avons retenu comme leçon de cette pandémie, qui nous a montré, par exemple, que notre système est déficitaire? Est-ce que notre économie était extravertie? Que notre économie est extravertie, ce qui a justifié justement que la plupart, enfin je veux dire notre population, du moins celle qui vit dans l'informel, n'a pas réussi
à suivre les gestes barrières à la lettre. On a dit rester à la maison, les gens avaient du mal à sortir parce que finalement ils vivent au jour le jour. Donc c'est un des enseignements justement, c'est cette informalité de notre économie. Une économie extravertie, ce risque de voir la rupture de la chaîne alimentaire, on a été constamment confronté à ça. C'est une réalité, c'est un fait. Est-ce qu'on doit continuer aujourd'hui à demeurer dans cet état de choses, de savoir que nous avons une informalité qui bat son plein, de savoir que nous avons une déstructuration de notre système sanitaire, de savoir aussi, parce que ne chargeons pas seulement l'État, que nous avons eu à faire face aussi à une population qui n'a pas fait preuve toujours de discipline. Alors en vous face lisant, aux gestes barrières. vous parlez d'une population rebelle, insoumise, inconsciente. Oui, alors, il faut nuancer. Ah ouais? Il faut nuancer. Je dis, pour prendre parti justement pour cette population, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, cette population qui vit dans l'informalité, qui vit au jour le jour, qui doit sortir pour pouvoir se nourrir? Elle a fait preuve justement certains diraient d'instinct de survie, mais d'autres diraient aussi d'indiscipline, parce que finalement, quand on prend le risque de méconnaître les gestes barrières, ça veut dire qu'on prend le risque de s'exposer soi-même, mais on prend aussi le risque d'exposer nos compatriotes, donc les autres. Donc, du coup, effectivement, il y a ce problème que nous avons indexé pour justement pouvoir interpeller. Et pour dire justement que les problèmes sont multiformes. Et donc l'écrivain, c'est celui aussi qui attire l'attention. Et face au comportement de la population, c'est, en prenant parti pour elle, c'est de se questionner en se disant, mais ok, pourquoi cette population est allée à l'encontre des mesures barrières? Il y a certainement des raisons à ça. Mais au-delà de ça, pourquoi on n'a pas observé une forme de discipline? C'est peut-être aussi parce qu'il y a un travail à faire sur la culture de manière générale. Parce que quand on parle de culture, on a tendance à la limiter à la musique, à la musique, peut-être l'art, un peu au théâtre. Mais moi, l'entendement que j'ai de la culture va bien au-delà de ça. C'est le travail qui est fait pour recenser tout ce qui nous identifie en tant que peuple, en tant que Congolais, notre histoire, nos traditions, nos us et coutumes. Donc recenser tout ça pour construire finalement l'homme congolais que nous voulons pour demain. Vous êtes opérateur culturel, vous savez pertinemment bien qu'il n'existe pas une politique dans ce sens-là. Oui, justement. Et quand je vois les actions qui sont menées, qui sont d'ailleurs des actions très éparses, parce qu'elles devraient être davantage coordonnées, mais ça c'est de la responsabilité de l'État d'abord, donc on a un ministère de la Culture qui doit travailler sur ces questions-là, sur la question justement de l'imagination d'une culture congolaise. Alors, c'est très vaste ce que je veux dire, mais sur comment nous voulons nous présenter au monde. Qu'est-ce que nous voulons être? Quel type de Congolais nous voulons être? Comment, justement, la création de ce Congolais nouveau va participer au développement économique et politique du pays? Parce que, aujourd'hui, on est tous d'accord que l'on ne peut pas restreindre le développement d'un pays simplement sur l'aspect politique et économique, ou alors social. Le développement aujourd'hui intègre une échelle beaucoup plus large et fait une place prépondérante sur la question de la culture. J'ai toujours dit à titre personnel, notre pays a été au rendez-vous de l'indépendance politique. Il y a eu la table ronde politique de Bruxelles. Notre pays a également été au rendez-vous de l'indépendance économique. Il y a eu la table ronde économique. Mais je me questionne si notre pays a été au rendez-vous de l'indépendance culturelle. Et je dis non. Parce que finalement... Parce qu'il n'y a pas eu de table ronde? Non seulement pas forcément parce qu'il n'y a pas eu de table ronde, mais parce que justement c'est un aspect qui n'a pas beaucoup intéressé nos politiques. Revenons à l'histoire. Nous sommes au lendemain des indépendances. Effectivement, la conquête de l'indépendance est focalisée sur l'aspect politique, sur l'aspect économique. Mais nous sommes au lendemain de l'indépendance. Les 5 premières années, j'ai tendance à me focaliser dans ma réflexion sur le côté de la littérature. Les 5 premières années, il n'y a pas eu un foisonnement des écrivains, des écrits autour de la littérature. Parce que ça, c'est pas trop nous. Nous, c'est peut-être l'oralité. Oui. Il suffit de cacher quelque chose dans un livre pour que le Congolais ne découvre jamais. Oui.
un stéréotype que je ne partage pas. Que je ne partage pas parce que quand on remonte à l'histoire, effectivement, nous sommes un peuple qui avons notre histoire, nos traditions, l'oralité, effectivement. Mais n'oublions pas que même quand on dit que le peuple noir ou l'Africain ou le Congolais n'a pas été au rendez-vous de l'écriture, il était dans l'oralité. C'est vrai que la parole, elle précède l'oralité déjà, ça il faut le reconnaître. Mais l'écriture, en fait, les premières formes d'écriture, on les retrouve aussi dans nos sociétés traditionnelles parce que ce que le noir a représenté, par exemple les dessins, en fait, sont une première forme d'écriture qui passait en fait de l'oralité, la manière dont ils imaginaient leur vécu, ce qui les représentait. Ils ont tenté de les traduire d'abord par des dessins jusqu'à ce que ça atteigne la forme de l'écriture. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part aussi, on a toute notre histoire, la colonisation, le colonisateur qui arrive, qui trouve des sociétés structurées, mais qui, pour le besoin de la colonisation, impose un certain nombre de choses. Et quand vous comparez par exemple les colonies belges aux colonies françaises, vous vous rendez compte que la mission civilisatrice belge si vous voulez, a dénié en fait toute l'instruction nécessaire possible, ce qui justifie un peu le retard qu'on observe entre la colonie belge et française. Bref, on arrive aux indépendances. Pas beaucoup de production littéraire pour toutes ces raisons, entre autres. Et puis on arrive justement en 1965, où il y a quand même une profusion d'auteurs qui paraissent, simplement parce qu'ils ont tenu compte, où ils ont vécu l'histoire de la colonisation, des indépendances. Et puis finalement, là où je peux considérer qu'il y a eu une tentative de construction d'une politique culturelle, c'est à l'époque de la Deuxième République. C'est Mobutu qui arrive avec son idéologie du recours à l'authenticité. Il faut le signaler, qui était d'abord le retour à l'authenticité, tel que c'était présenté en tout cas dans ses préludes, et puis finalement qui a, à force de réflexion, à force d'observation, qui a débouché sur le recours à l'authenticité. Parce qu'il y a une nuance. Retour, ça veut dire retourner dans la forme primitive, alors que la théorie du recours, justement, c'est s'inscrire aussi dans cette forme d'évolution, de cosmogonie, parce qu'en fait, aucun peuple ne peut se renfermer à lui-même. Mais cette politique culturelle imaginée dans le cadre du recours à l'authenticité a été entachée d'une faille. La faille, c'est qu'elle s'est bâtie sur une idéologie qui consacrait en fait le moboutisme, et donc qui consacrait une forme de laudation, de louange à un individu, à des pratiques, et qui a dévié en fait de sa trajectoire. Mais quand on analyse en elle-même cette idéologie de recours à l'authenticité, elle visait justement à créer une conscience nationale. Elle visait justement à créer une culture générale du Congolais qui n'est pas forcément une personne d'extraverti, mais qui est une personne qui se base sur son propre vécu, sur sa propre histoire, pour se définir en tant que tel et être présent au rendez-vous du donner et du recevoir. Parce que c'est une phrase que j'aime bien, qui a été prononcée par être au rendez-vous du donner et du recevoir. Ça veut dire que quand on évolue dans une société, dans un monde, on n'a pas qu'à recevoir. Et c'est ce que nous faisons malheureusement, c'est que nous recevons toutes les influences du colonisateur, à des grandes puissances. Mais qu'est-ce que nous apportons à cette grande... Nous recevons presque tout, surtout pour parler de la culture. Finalement, notre identité n'existe plus. Elle n'existe plus. On tue le peu que nous avions, ou le peu qui nous restait, mais on prend tout de l'extérieur. Effectivement, et ça c'est un vrai problème. Et pour revenir à votre question sur cette population, parce qu'on parlait d'elle, de cette forme d'indisciplinée, quand il n'y a pas une vision bâtie comme ça pour le développement, pour le développement économique, politique et le développement culturel, qu'est-ce qu'on peut bien reprocher à cette population ? Parce que la population ne vit que par rapport à un canevas qui est tracé. Aujourd'hui, je pense, et c'est ça mon plaidoyer, c'est de dire, réfléchissons sur la politique culturelle, mais la politique culturelle, elle est vaste. Ne nous limitons pas à imaginer ce que va devenir pour les musiciens, studio d'enregistrement, qu'est-ce qu'on fait pour les littéraires, les maisons d'édition. Les artistes praticiens vont se débrouiller. Donc il ne faut pas que ce soit des actions qui soient éparses. C'est une action beaucoup plus large, qui doit ratisser, beaucoup plus large, en créant une conscience nationale. Et ce n'est que lorsqu'on aura créé une conscience nationale que finalement on pourra accompagner les élans de développement, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient économiques. Et ça, c'est quelque chose que l'on oublie beaucoup.
de travailler sur l'homme, sur son histoire, de lui faire comprendre ses origines, d'où il vient, son essence la plus intrinsèque, j'ai envie de dire. C'est un travail qui doit être fait dans le cadre de la politique culturelle. Et ça tombe bien parce que nous sommes dans une ère où il y a eu une alternance, où il y a un espoir qui a été suscité. Je pense que c'est vraiment l'occasion de réfléchir dans le sens de marteler sur cette nécessité de recréer l'homme congolais, de le reconnecter à son identité, de ne pas le désarticuler complètement, parce que c'est ce qu'on observe malheureusement. Les jeunes qui vivent dans la capitale, ils n'ont aucun repère. Poser la question, ça m'a fait rire, lors des dernières élections, au moment des enrôlements, c'est à peine, dans les bureaux, c'était un vrai spectacle, les gens qui connaissaient à peine leurs origines. Surtout avec la décentralisation, sont encore chaotiques. Et donc, alors maintenant, oui, connaître les origines, ce n'est pas pour aller dans des relents tribaux, c'est simplement pour savoir ce qu'on est, pour ne pas perdre nos valeurs, ne pas perdre nos traditions, ne pas perdre notre essence. Parce que finalement, les grandes nations l'ont comprise, ils ont créé justement cette façon d'être. J'ai toujours donné un exemple simple. Quand vous voyez la culture américaine, le cinéma américain par exemple, c'est un cinéma qui est construit sur une pensée profonde, la pensée de la grandeur de l'Amérique. Et donc dans notre imaginaire collectif, quand on voit un film avec des acteurs américains, on sait qu'ils vont gagner, on sait que c'est les plus forts. Ça semble anodin, mais c'est une manière de se vendre au monde. Et ça a une influence justement parce que même quand vous traitez sur le plan politique économique, vous avez l'impression de cette faiblesse-là. Il faut des moyens justement pour le faire, pour propulser. Ce ne sont pas les talents qui manquent, mais cette organisation, cette canalisation, cette orientation. Oui, il faut des moyens. Mais posons-nous bien la question des moyens. Nous sommes un pays qui regorge des richesses, on le sait. Nous sommes un pays qui a un budget, certes. La part réservée à la culture a toujours été très modique parce que justement, on ne la considère pas comme une priorité. C'est la culture. Alors moi je dis, changeons de paradigme. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, le développement politique et économique doit être soutenu par le développement culturel. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est d'effacer l'image qu'on a de la culture où c'est quelque chose pour la passion, pour les babioles vendues au coin de rue, pour en faire en fait un élément de production de la richesse. Et ce ne sont pas les atouts qui manquent. Le principal atout, c'est RDC, grand pays au centre de l'Afrique, 2 345 000 km² de superficie, plus de 250 tribus ou ethnies, plus un grand nombre de langues parlées. C'est une richesse déjà sur laquelle il faut s'appuyer pour définir notre grandeur au sein de l'Afrique, la vision que nous voulons pour notre culture. Ça c'est un fait, mais il faut aller plus loin dans la réflexion pour structurer tout ça et en faire une richesse. Par exemple, quand on parle du livre, de la production littéraire, on se dit, bon, la production, d'abord le livre il n'est pas lu, et puis bon, les gens n'ont pas d'argent pour acheter. Comment faire de la production littéraire une richesse? Dans ce contexte-là. Comment expliquez-vous que nous avons eu des successions de gouvernements et que chaque gouvernement, les musiciens se plaignent pour avoir un studio, qu'ils n'ont toujours pas eu? À l'échelle de grandeur de notre pays, la République démocratique du Congo, que représente investir pour créer un studio? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ce sont les moyens qui manquent? Je dis non, c'est la volonté. C'est ce qu'on veut faire justement pour le domaine de la production du livre. Les jeunes gens, moi j'ai évolué dans le domaine de la littérature, donc je peux comprendre et je peux assurer et assumer aujourd'hui en disant qu'il y a des talents qui ne demandent que des structures pour être édités. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, pour être édité, pour publier, ça relève du parcours du combattant parce que il faut débourser de sa propre poche, n'est-ce pas? Et donc, tous ceux qui ont ce talent, qui ont la réflexion, qui ont la pensée, qui ont l'imaginaire et l'imagination, comment ils font pour pondre leurs idées pour les mettre à la place publique, quand il n'y a pas des structures qui peuvent les accompagner? Est-ce que mettre sur pied une grande maison d'édition, une grande imprimerie et organiser par exemple des concours pour faire éditer les plus talentueux relève d'un miracle? Ça relève simplement d'une politique, d'une volonté, de dire qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre jeunesse, qu'est-ce qu'on a envie de faire de la réflexion. Parce que nous sommes malheureusement dans des pays où on tue la réflexion, où on combat la réflexion. Parce que les politiques ont tendance à considérer que plus les gens réfléchissent, plus ils sont critiques. Mais la critique de la réflexion... Et c'est pas strictement faux.
Oui, mais la critique de la réflexion, elle doit être considérée comme une critique constructive. Et puis, on ne vient pas au pouvoir quand on n'a pas envie d'être critiqué. Il faut aller... Mais peut-être celui qui arrive au pouvoir pense bien qu'il peut être critiqué, mais c'est l'entourage. Quelqu'un disait, c'est aussi des aspects de la quinoiserie. Apparemment, la quinoiserie n'accepte pas ça. Il y a le culte du chef. Oui, mais il faut qu'on change tout ça. Pour moi, celui qui arrive au pouvoir, c'est un serviteur d'abord. Et il faut qu'on ait quand même l'humilité de considérer que personne n'a le monopole de la connaissance, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'on est ministre qu'on a plus d'idées que d'autres. On est ministre, on doit pouvoir s'entourer d'un grand nombre, des personnes qui ont la connaissance, écouter le plus souvent, parce que parfois les idées viennent d'ailleurs. Donc il faut qu'on arrive à changer de paradigme. Et c'est ça le problème culturel. C'est pour ça que j'insiste encore, n'envisageons pas le développement de ce pays sans considérer la donne culturelle. Sinon, nous faisons fausse route. Regardez, je vais prendre un autre exemple qui est à la mode ces derniers temps. On parle d'état de droit, n'est-ce pas? Comment on arrive à matérialiser l'état de droit? De deux manières. Soit par l'imposition, la force de l'État, donc celui qui commet une infraction ou un acte répréhensible sera confronté à la rigueur de la loi, donc la force, la répression. Et d'autre part, par l'adhésion, simplement. Et en mon sens, des deux options, la deuxième est la plus fondamentale. Et vous êtes juriste, faites bien de le dire. Hein. Oui, je pense que la deuxième est la plus fondamentale. Parce que, entre le fait de bâtir un système répressif, n'est-ce pas, où on aura à chaque fois des procès, des condamnations, et le fait de travailler dans la culture de l'ensemble de la population pour qu'elle arrive à comprendre que finalement un état de droit, c'est un état où tout le monde est égal devant la loi. Chacun soit juge. Voilà, où tout le monde peut bénéficier d'un tel système parce que ça créera d'autres avantages connexes, et que cette population puisse comprendre l'intérêt qu'il y a à entrer dans un état de droit et y adhérer, n'est-ce pas? Vous aurez moins de procès, vous aurez moins de situations de répression, parce que cette population elle-même sera, par exemple, que quand je vais marcher dans la rue, je ne vais pas pour casser, je vais pour revendiquer un droit. Elle se fera prudente, exactement comme on dit, soyez prudents. Voilà. Et donc vous voyez l'importance justement de bâtir la politique culturelle. C'est justement dans la finalité de créer un Congolais nouveau, un Congolais qui soit conscient de son rôle dans la société, indépendamment de l'apport de l'État. Et ça nous manque justement, cette manière de façonner. Il faut qu'on dise aux Congolais, parce qu'aujourd'hui il y a des relents de tribalisme, il y a des massacres qui se perpètrent un peu partout. Il faut qu'on rappelle aux Congolais, que ce n'est pas dans l'essence de nos traditions, qui étaient plutôt des traditions d'apaisement, de solidarité, d'entraide. Il faut qu'on revienne à l'histoire, il faut qu'on retrouve nos valeurs, il faut qu'on explique ça à notre population, qu'aujourd'hui, notre pays est à la croisée des chemins, et ce faisant, nous devons tous travailler, par exemple, pour bâtir une culture de la paix. Simplement, pas une culture de guerre. Et donc, à partir du moment où on a conscience de ça, on se rendra compte que les guerres entre tribus, les violences qui sont constatées, vont diminuer. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas qu'un acte isolé. Il faut qu'on bâtisse dans la conscience générale le fait que nous pouvons être de plusieurs tribus, mais que nous n'avons qu'un élément qui nous réunit. C'est la nation congolaise, c'est la République démocratique du Congo. Vous savez, quand on aura intégré ces aspects, quand on aura suffisamment travaillé dans l'homme congolais, je crois que même la direction de ce pays sera facile. Sera facile simplement parce qu'on aura une population qui écoute, à qui on a donné des directives et qui arrive à les suivre. Mais la contrepartie, il faut effectivement... Il y a une contrepartie. Il y a une contrepartie. On a parlé de l'indiscipline de la population. Voilà. On a parlé de cette indiscipline, mais c'est simplement parce que, ok, moi, population, vous me dites de ne pas sortir, mais demain, j'apprends qu'il y a eu des tournements, vous me dites de ne pas faire tech, et donc voilà, il n'y a rien.
et c'est des détournements, les gens ne sont pas arrêtés. Donc finalement, je veux dire, quel est l'intérêt pour cette population de s'aligner dans une vision? Et donc il y a une part de responsabilité. De la même manière qu'on travaille sur cette population pour créer une culture en elle, de la même manière, on doit créer cette culture dans les chefs des gouvernants et de ceux qui impulsent. Voilà. Et ça, une fois qu'on aura réussi à faire cette symbiose, on pourra parler d'espoir de redécollage de notre pays. Espoir de redécollage, vous parlez bien de honte tout le temps et c'est bien le français. Alors c'est une démarche où il faut travailler l'homme et tout ça. Est-ce que vous pensez qu'à défaut de partir d'en haut, on peut aussi partir d'en bas? Est-ce possible, faisable? Oui, alors moi, je pense que les deux vont de pair. Parce que, je veux dire, cette population, elle est dans une cité, elle a besoin... Donc voilà, on ne peut pas s'attendre à ce que des gens qui sont dans une forme de jungle s'auto-régissent eux-mêmes. Il y a donc un rôle important de la part de l'État. C'est pour ça que j'insiste. Cette politique culturelle, il faut la penser. Il faut bien la penser. Il faut partir de nous avons des éminents hommes de lettres, des éminents hommes de culture, des opérateurs culturels. Il faut partir des études qui ont été réalisées à ce sujet, des états généraux qui ont été faits. Il y en a des états généraux de la culture, des états généraux de la littérature qui ont été faits encore il n'y a pas très longtemps. Mais vraiment tout ça pour arriver à faire un état des lieux, à répertorier ce qu'il y a à répertorier. Notre patrimoine culturel, matériel et immatériel demande justement un approfondissement. Une fois qu'on aura recensé toutes ces questions-là, il faut en analyser les enjeux. Parce qu'il y a des enjeux aujourd'hui, il faut faire des arbitrages. Quelles seront nos priorités, n'est-ce pas, par rapport à tout ce que nous aurons recensé comme problème? Quelles seront nos priorités? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous, par exemple, de la numérisation de la culture? Parce que la technologie étant celle qu'elle est aujourd'hui, il faut que nous adaptions. Comment nous faisons pour codifier justement notre tradition orale et faire en sorte qu'elle se perpétue, du moins dans ses bons côtés, parce qu'il y a aussi des mauvais côtés? Comment nous faisons pour garder nos archives, tout ce qu'il y a comme effet sonore au niveau des chaînes de télé, la chaîne nationale, et bref, notre mémoire, comment nous faisons pour la conserver aujourd'hui à l'heure du numérique? Donc il y a des enjeux. Comment nous faisons pour entretenir nos parcs? Comment nous faisons pour les inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO? Il y a autant de sujets qu'il faut répertorier, et une fois qu'on a répertorié, voilà, on va donner les axes prioritaires et on va se donner les moyens de pouvoir justement mettre en œuvre tout ça. Et c'est un travail qui doit être fait, peut-être avec plus de patience, mais il faut que ce soit un travail qui arrive à maturation pour que d'ici les années prochaines, on arrive justement à savoir qu'est-ce qu'on veut pour le peuple congolais, un peu à l'image de cette idéologie du recours à l'authenticité. Parce qu'il n'y avait pas que des choses négatives à l'époque du président. On va finir par vous opposer votre propre question. Elle est fermée, mais vous donne quand même une brèche pour expliciter coronavirus, le salut possible, moi j'ajoute, de la RDC. Oui, le salut possible, ce n'est pas trop tard. N'est-ce pas? On est dans une période de déconfinement, donc le président de la République a parlé, les mesures d'application sont en train d'être faites, d'ici quelques jours on aura quasiment un déconfinement total, les activités vont reprendre. Moi, en tant qu'auteur, pour avoir écrit ce texte, je reste un peu sur ma soif, parce que je n'ai pas le sentiment, mais évidemment, on ne peut pas faire les choses en 2-3 mois. Hein, les problèmes de l'État sont immenses, et donc il faut y aller palier par priorité. Mais je reste quand même sur ma soif. Je pense qu'on aurait pu se saisir de ce contexte du Covid pour changer un certain nombre de choses. Je suis personnellement ravi que sur la question des funérailles, on ne revienne pas à l'ancien système, voyez-vous. C'est ça le sens de cette démarche, c'est que là, il y a une avancée, parce qu'il y a eu une situation qui a donné lieu à une réflexion. On s'est dit de boissons et les églises, on revient. Voilà, on s'est dit qu'on ne peut pas continuer ainsi pour les deuils, parce que ça occasionne des dépenses, parce que ça déprave les mœurs, il y a beaucoup de choses qui... D'accord, très bien. Il faudra mieux encadrer ça quand on parle de funérarium, parce que, bon... Maintenant, il y a des choses qui vont reprendre. Et des billes de boissons, avec tous les effets corollaires, les nuisances, voilà, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a décrié. Est-ce qu'on ne va pas changer? Est-ce que le corona, justement, la Covid-19, n'était pas l'occasion, justement, d'initier des réflexions pour changer ce qu'il y a changé? On va repartir. On a des cimetières qui sont de plus en plus bondés parce que le taux de mortalité est ce qu'il est dans notre pays. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu lieu d'initier des réflexions sur, par exemple, l'incinération des corps, sur
Voilà, je pense qu'on est dans une société où chaque occasion doit nous donner l'occasion, je me répète, de pouvoir nous améliorer, de pouvoir nous inventer, nous réinventer en tant que peuple. Et je n'ai pas le sentiment, mis à part la question que je vous ai évoquée des funérailles, j'ai l'impression qu'on va repartir sur les mêmes élans. On va repartir avec une population qui se laisse aller, qui n'observe pas les gestes barrières, les mêmes causes produisant les mêmes effets. On est en train de retarder notre développement. C'est à peu près ce que vous avez prédit, mais heureusement que vous proposez aussi une solution. On vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Prenez soin de vous, à très vite. Mais vous aussi. Merci. C'était notre invité, un écrivain qui le rappelle à l'ordre. Continuez à prendre soin de vous, madame, messieurs, pour qu'ensemble, on puisse non seulement stopper Covid-19, mais aussi stopper avec toute la léthargie congolaise. À très vite. Au revoir.